de travail Ferracci qui, lui, avait à étudier les voies et les moyens de la réforme, et d'autre part, devait proposer des méthodes et un calendrier. Donc il a rendu son rapport au gouvernement qui, lui, a rédigé un document d'orientation qui est sorti en juillet et qui indiquait 8 axes principes, enfin le rapport Ferracci proposait 8 axes de réforme. Le document d'orientation retient 4 axes génériques dont on parlera après. Les partenaires sont maintenant appelés à négocier. Et la loi est normalement attendue pour fin 2008. Alors, en sachant qu'en parallèle, ont aussi été engagées une concertation avec l'Association des régions françaises, des régions de France, pardon. Oui, et avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet de la réforme, je pense que c'est bien d'entendre la position des régions, enfin du Conseil régional de Bourgogne au nom de l'ARF sur l'état d'esprit avant d'aborder cette réforme. Et puis, je dirais également, à mon avis, la question qui se pose à la formation professionnelle continue dans le domaine agricole. Je vous laisse d'abord la parole. Merci. Oui, je voudrais compléter un petit peu l'ensemble des propos qui ont été tenus là et toute l'histoire pour insister un petit peu sur ce que je commençais à esquisser tout à l'heure très rapidement, qui concerne l'émergence et la consolidation progressive du niveau régional et des régions comme étant un acteur essentiel du champ de la formation professionnelle. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les premiers textes datent de 1983, les premiers textes sur la décentralisation en réalité, pour jusqu'en 2004 et probablement un petit peu plus bientôt, à la fin de l'année ou en début d'année prochaine, probablement compléter le dispositif. Je dirais que progressivement, les régions se sont vues assigner et se sont investies, parce qu'elles ne sont pas restées évidemment dans une situation simplement qui consisterait à appliquer la loi. Un certain nombre de régions, dont la région de Bourgogne, se sont investies et ont pris un certain nombre d'initiatives. Mais on peut dire, pour simplifier, que les régions se sont progressivement vues confier 3 types de responsabilités ou 3 types d'interventions sur le champ de la formation professionnelle. Je dirais tout simplement et très concrètement un rôle de financeur. À titre d'illustration, pour rester sur le champ bourguignon, je crois qu'il n'est pas inadvertent de savoir que sur un budget annuel d'environ 800 000 millions d'euros, le champ de la formation professionnelle en représente 160 environ. Tout domaine de la formation confondu. Donc c'est loin d'être négligeable et c'est évidemment révélateur à la fois de la responsabilité qui a été confiée à la région et de sa volonté de s'investir sur ce champ-là. Le deuxième type de responsabilité, et on va nécessairement y revenir un petit peu plus tard, c'est un rôle dans l'animation et le pilotage de l'ensemble des questions ou d'un certain nombre de questions qui ont attrait à la formation professionnelle, à travers notamment la responsabilité qui est donnée aux régions d'élaborer un programme régional de formation, de développement de la formation, le fameux PRDF, dont on va probablement s'interroger quant à la nécessité de le rendre prescriptif ou de le rester à un niveau dit incitatif, puisqu'il s'agit de savoir finalement quelle est la place et jusqu'où on veut aller dans la responsabilité confiée à la région d'avoir un rôle de pilote. Aujourd'hui, le PRDF a surtout un rôle qui consiste à donner ou identifier un certain nombre d'orientations et à tenter avec les partenaires, avec les autres partenaires, à tenter de les faire partager de manière à ce que les actions décidées soient le plus en harmonie possible. Partenaires, notamment partenaires sociaux, à travers un autre organe qui est copiloté avec l'État, qui est le CCREFP, et à travers également des discussions et des négociations qui interviennent très régulièrement, en tout cas chaque année, avec l'État et notamment avec le rectorat et avec le monde agricole également, avec la direction régionale
de l'agriculture et de la forêt, merci, j'ai fait un blanc, pour identifier les besoins et les réponses qui sont apportées face à ces besoins en termes d'ouverture, de fermeture éventuellement de classes, de division ou d'action de formation. Sur le CCREFP se pose également la question de savoir si le partage en termes de pilotage doit continuer d'être assuré entre l'État ou la région ou si on ne va pas remettre la région en situation d'être plus en pilotage sur ce comité. Donc un rôle de pilote et d'animateur, et puis un troisième rôle que je qualifie d'organisateur, mais qui concerne peut-être un petit peu moins le monde agricole, c'est celui qui consiste à piloter l'ensemble des considérations, l'ensemble des décisions liées à la mise en œuvre de l'apprentissage. Au-delà de l'apprentissage et un peu plus récemment aux formations sanitaires et sociales, qui passent donc par la participation à des investissements dans les centres de formation pour apprentis ou dans les centres de formation des personnels qui relèvent du champ du sanitaire et social, et l'ouverture, des décisions en termes d'ouverture, de fermeture, d'action de formation, de session, et allant même jusqu'à des décisions qui vont définir le nombre de places ouvertes pour la formation des apprentis. Voilà, je resterai là sur ce volet. Un certain nombre de points pourront être encore développés un petit peu plus tard. Alors, avant de rentrer dans les grands axes issus du rapport Ferracci, je veux juste reprendre la parole pour exprimer de mon point de vue les enjeux de cette réforme, ou les questions, ou c'est plutôt à mon avis la question qui se pose aujourd'hui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, qui est simple à formuler, mais sans doute beaucoup plus complexe pour y répondre. C'est qu'est-ce qui justifie encore un secteur spécifique de formation professionnelle continue? Je pense que ça se pose à différents secteurs, mais en particulier à l'agriculture, qui a quand même une organisation propre, une tutelle de ce secteur, et plus particulièrement portée par les pouvoirs publics, quoi. Alors, la réponse n'est pas du tout implicite, hein, c'est pas parce que je formule la question comme ça, donc il n'y a pas de réponse positive ou négative, mais je pense que c'est la question qui se pose actuellement à l'appareil de FPCA en agriculture, donc qui se pose au CFPPA, quelles sont les spécificités en fait. Et donc je pense que c'est avec cette perspective-là qu'il faut lire les enjeux de la réforme actuellement. Qu'est-ce qui peut être valorisé comme spécificité pour justifier encore ce système, sachant que alors qu'il y a un enjeu démographique vis-à-vis de la formation professionnelle et notamment de la formation tout au long de la vie, hein, la démographie faisant le vieillissement de la population, il faut voir différemment la formation professionnelle, notamment aussi dans une logique tout au long de la vie. Il y a l'enjeu d'employabilité évidemment aussi. Ça se pose pas tout à fait dans les mêmes termes concernant le secteur agricole, où l'enjeu démographique, même si il y a un maintien de l'installation en agriculture. De toute façon, on sait bien qu'on ne va pas faire exploser les effectifs agricoles spécifiques. Alors après, il y a l'enjeu territorial. Est-ce que les CFPPA ont une spécificité et une légitimité à être les centres de formation de proximité des territoires ruraux? Mais c'est ça les questions qui se posent actuellement à l'appareil et qu'il faut, à mon avis, avoir en tête pour aborder la réforme actuelle et les adaptations à venir.